Alors moi, bon nombre d'entre vous me connaissent déjà, hein, Laurent Barraud, directeur adjoint du Centre Ressources. Je vais laisser Monsieur Pezier se présenter. Donc moi, c'est Fabrice Pézier, je suis le directeur au sein de la Fédération APAGE. Je dirige les établissements et services de l'agglomération Évraise. Et depuis 2025, je suis le directeur du centre ressources Aramis. On vous reparlera de comment je suis arrivé à la page, enfin comment je suis arrivé, comment Aramis est arrivé à la page un peu plus tard dans le déroulé de la matinée. On va commencer le comité de suivi par vous présenter les activités 2025 du centre ressources, l'ensemble des activités que l'on a eues pendant l'année 2025. Ensuite, on parlera de nos projets pour l'année 2026 et les suivantes. Et puis, ce qui est important pour nous, c'est aussi un temps d'échange par rapport à vos attentes, votre satisfaction par rapport aux actions et aux prestations dont vous avez pu bénéficier du centre ressources. Et puis, prendre en compte vos remarques sur le centre ressources dans l'objectif d'améliorer les actions que l'on peut mener partout en Normandie. Voilà. Je vais laisser la parole la parole à Laurent, qui va commencer par les activités 2025. Voilà. Donc je partage un écran. Hein. Vous me direz si le partage s'effectue bien. Ok. Oui, c'est bon. C'est OK, ça fonctionne bien? Parfait. Oui, oui. Donc, voilà, les grands axes d'activité du Centre régional de ressources handicap et professions, c'est l'appui aux structures et aux professionnels. C'est-à-dire que, je précise bien là qu'on ne fait pas d'accompagnement direct de public. Le travail dans le cadre des réseaux et des politiques publiques, les coopérations et mutualisations territoriales, c'est-à-dire qu'on a toujours, encore et toujours depuis 26 ans, cette vocation de mise en réseau et de mutualisation des moyens des territoires, les actions de sécurisation des parcours et l'appui ponctuel aux professionnels sur des situations individuelles. On a vraiment là les 5 grands axes de travail du centre ressources. Donc l'appui aux structures et aux professionnels sur 2025, ça s'est traduit par des interventions au cours des formations au travail social, c'est-à-dire aller capter les futurs travailleurs sociaux, quels qu'ils soient, moniteurs et éducateurs spécialisés, etc. On a pu toucher en 2025, au cours de 3 interventions, 110 futurs professionnels. Et depuis plusieurs années qu'on a ces interventions, on s'aperçoit que ces élèves nous recontactent quand ils sont au sein d'un établissement ou d'un dispositif. On est intervenu aussi auprès de l'éducation nationale, pour 15 élèves et professionnels, enseignants, coordinateurs, enseignants référents. Là, l'explication, on en parlera peut-être un peu plus tard sur la gestion des dossiers individuels. On a toutes les présentations en direction des organismes gestionnaires et établissements et services médico-sociaux, qui concernent l'évolution des politiques publiques, dans un cadre qui évolue, vous êtes bien placé pour le savoir, sur le virage inclusif, la transformation de l'offre, les dispositifs handicap nouveaux qui peuvent être soit en construction dans le cadre du PRIT, soit en cours de mise en place. Et puis bien sûr le sujet des coopérations territoriales entre le médico-social et le droit commun, qui est en lien direct avec le virage inclusif. S'il y a des questions, n'hésitez pas, vous m'interrompez. L'appui aux structures et aux professionnels, c'est aussi les formations à l'outil Explorama, qui est un outil de définition de projets professionnels
basé sur le photolangage et qui a donc cet intérêt de lever la barrière de l'outil informatique, parce qu'on a beaucoup de logiciels de définition de projet, mais ça suppose l'utilisation de l'ordinateur. Ça lève les freins liés à la lecture, à l'écriture, du fait du photolangage. Donc là, on a organisé en 2025 5 sessions de formation en Normandie pour 69 professionnels de différentes structures qui vont de l'éducation nationale à France Travail, au médico-social, bien sûr, mais on a vraiment une variété de plus en plus large de publics. Savoir qu'on a aussi cette chance d'avoir la conceptrice de l'outil Explorama qui vient animer les formations et qui nous fait ça à des prix défiant toute concurrence. Ça, pour les gens intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. On aura l'occasion d'en reparler. Il faut savoir quand même, concernant l'outil Explorama, qu'on l'exploite depuis 10 ans et que ça nous a permis de former 588 professionnels. C'est-à-dire que notre rôle, c'est aussi la professionnalisation des professionnels dans les établissements, dans les structures. Le travail dans le cadre des réseaux et des politiques publiques, c'est les interventions en direction des structures. Alors, je parle beaucoup de structures parce qu'on était initialement axé uniquement sur le médico-social et on a aujourd'hui une variété d'interlocuteurs qui fait que, plutôt que de les énumérer à chaque fois, j'évoque les structures. Donc, en collaboration avec le prix de Normandie, on a eu 6 temps de réflexion qui ont permis un travail sur les alternatives au diplôme, qui s'est concrétisé par une visioconférence fin 2024. Et cette visioconférence a quand même permis d'avoir 118 participants, plus 80 revisionnages, puisque les visios sont dispo sur le site du CRRHP et du PRIT, soit un total de 198 professionnels touchés. C'est-à-dire pouvoir bien expliquer très concrètement aux établissements, aux structures, qu'il existe des alternatives à un CAP, à un titre pro, voilà. Un guide reconnaissance des compétences, modalités et retour d'expérience a été présenté par le CRRHP lors du dernier comité stratégique du PRIT. Alors c'est un travail, le guide, c'est un travail qui a été mené avec l'ancien porteur du PRIT, sachant que c'est aujourd'hui la GFIP, et notamment Sarah Gallo, qui porte le PRIT. Les 15 participations aux équipes pluridisciplinaires des MDPH 76 et 27 ont concerné 99 dossiers. C'est-à-dire que les MDPH 76-27 nous sollicitent dans le cadre des équipes pluridisciplinaires pour avoir notre avis sur la faisabilité, les propositions de parcours qui peuvent être faits et qui peuvent donc décider, entre guillemets, de l'orientation, sachant qu'on peut travailler aussi, même si on vise le milieu ordinaire, on peut travailler aussi sur une orientation milieu protégé comme tremplin vers le milieu ordinaire. Donc, on apporte là vraiment un appui méthodologique lors de ces équipes pluridisciplinaires. Les coopérations et mutualisations territoriales, c'est notamment les communautés 360, pardon. En 2025, le centre ressources est membre au cœur des communautés 360 de l'Eure, du Havre, de Dieppe, de la Manche et de l'Orne, partenaire de celle de Rouen et du Calvados. Donc on est bien présent sur les 7 communautés 360 de Normandie, conformément à notre lettre de mission qui nous demande d'être non seulement présent, de co-animer à la demande des
des comités thématiques concernant l'insertion et éventuellement d'apporter un appui méthodologique sur le fonctionnement général de l'insertion. Tout ça sur sollicitation, bien entendu. On ne s'impose nulle part. Donc, ces coopérations ont donné lieu à des participations lors de présentations aux différents membres et différents pilotes ou coordinateurs de comités décisionnels, des comités thématiques, des groupes de travail insertion, avec les réunions préparatoires qui y sont liées. Quand on co-anime, c'est avec une communauté 360, un groupe de travail. Bien sûr, on le prépare avec le pilote. Les coopérations ESMS, Service public de l'emploi, sont coordonnées au sein des communautés 360 de Normandie. Et la coopération avec l'éducation nationale est formalisée par une convention signée avec le rectorat de Normandie. La révision, entre guillemets, de cette convention devrait se faire avant la fin de l'année. Si on travaille de plus en plus avec l'éducation nationale, c'est parce qu'on a fait ce constat que, au titre du virage inclusif, les publics que l'on trouvait en IME et IMPRO jusqu'il y a 2-3 ans, on les retrouve aujourd'hui dans l'éducation nationale. Donc les besoins ne sont pas les mêmes, les sollicitations ne sont pas les mêmes, les professionnels ne sont pas les mêmes, et donc on est sollicité par l'éducation nationale. Les comités de pilotage et réunions préparatoires institutionnelles. Ces interventions, dont le format est adapté selon la structure et les attendus, bien sûr, je vous ai parlé déjà de la diversité de nos interlocuteurs. On ne peut pas travailler de la même manière avec tout le monde. Donc, on s'adapte sur toute la Normandie pour mieux présenter le centre ressources sur les départements, développer et renforcer le travail en réseau. Alors, à différents niveaux, ça peut être à un niveau des interventions à un niveau régional, comme on peut faire aujourd'hui. Ça peut être départemental, ça peut être un niveau plus petit par bassin d'emploi, par exemple, ou zone géographique particulière. On parle de 7 communautés 360. La Seine-Maritime est le seul département en France à avoir 3 communautés 360 distinctes, parce que les bassins d'emploi sont trop différents pour pouvoir traiter tout de la même manière. En termes de contenu, on parle de fonctions ressources insertion professionnelle et les services d'appui proposés, les actions du PRIT ou des partenaires, ainsi que la mise en œuvre des coopérations territoriales souhaitées entre le droit commun et le médico-social. Alors, ce sont des coopérations qui sont souhaitées par les institutions, certes, mais d'un point de vue opérationnel, des coopérations entre le médico-social, entre France Travail, les services publics de l'emploi de manière générale, parce que les missions locales sont très impliquées. Voilà, il y a des interactions qui évoluent et qu'on tâche de contribuer à mettre en place. Ce qui déclenche inévitablement des interventions spécifiques et ciblées, d'appui à la transformation de l'offre, à la présentation d'outils. Là, on parle de 69 rencontres avec des professionnels de tous les publics que je viens d'évoquer, y compris DRETS, DETS, des différents départements. Les actions de sécurisation des parcours, c'est notamment la plateforme Aramis Découverte Métier. Là, l'idée, c'est bien de donner une réalité aux différents métiers auxquels que peuvent viser les personnes que vous accompagnez. Donc, ça a commencé par des journées découverte métier. 2025, on en a organisé 6. Donc, vous voyez, répartis sur l'ensemble des 5 départements. Qui ont concerné 20
28 structures et 42 professionnels. Le principe de la journée découverte métier, ça s'adresse bien aux professionnels, hein, pour leur permettre de visiter et d'échanger avec des formateurs. Donc ça se déroule au sein de centres de formation, mais le but, c'est de leur donner la réalité du métier, hein. Un exemple que je prends couramment, vous avez un gamin d'IM Pro qui rentre le lundi en disant j'ai fait de la soudure avec papa dans le garage, c'était super, je veux faire soudeur. Si son référent de parcours n'a pas la réalité de ce qu'est un atelier de soudage, hein, avec les odeurs, la poussière, les contorsions, etc., ça manque de réalisme. Donc là, on s'adresse bien aux professionnels. La deuxième étape de la plateforme, ce sont les ateliers découverte métier. Donc là, c'est plus conséquent, c'est une journée complète, c'est une dizaine de participants qui sont systématiquement accompagnés de leur référent de parcours, hein, et qui concernent un métier en particulier. Donc les métiers ciblés en 2025 sur les 13 ateliers découverte métiers réalisés ont été les espaces verts, la grande distribution, la restauration, la mécanique auto, le métier de plaquiste, d'agent de maintenance du bâtiment et la maçonnerie. Le but, c'est de mettre les participants en situation. Il y a une rapide présentation du métier, des contraintes, des conditions d'accès, mais après, ils passent tous sur des plateaux techniques. Espace vert, ils font de la tonte, de la taille de haie, la dernière fois, ils ont constitué un massif. Enfin, voilà, ils ont réellement des actions métiers. Et il en est tiré un bilan, puisqu'on les rencontre tous en fin de journée pour faire le bilan de comment ils ont vécu leur journée, avec un retour de ce bilan en direction du professionnel. C'est-à-dire que c'est un outil pour le professionnel. L'exemple tout simple, hein, le jeune à qui on a passé la journée à dire « sors les mains de tes poches », dans le bilan, on précisera qu'il va peut-être, avant de l'envoyer devant un patron, lui inculquer les attitudes pro. Donc les participations aux ADM, vous voyez, c'est 46 structures concernées pour 173 participants inscrits. Les personnes qu'on a dû refuser faute de place, hein, s'élèvent quand même à 63. C'est-à-dire qu'on a 63 personnes qui souhaitaient découvrir un métier à qui on a été obligé de dire non, hein, faute de place sur les ADM concernés. L'appui ponctuel aux professionnels sur les situations individuelles. Alors, ça s'adresse aux établissements médico-sociaux, je l'ai dit, éducation nationale, réseau public de l'emploi, les entreprises adaptées, mais aussi des structures d'insertion par l'activité économique. Alors ça, c'est historique. C'est-à-dire qu'on a eu une mission de la DRETS pendant 5 ans. Et pendant ces 5 ans-là, j'ai constitué forcément un réseau de SIAE, hein, notamment des chantiers d'insertion. Et notre politique était effectivement cette notion de mise en réseau sur les territoires. On a conservé les liens avec les structures d'insertion par l'activité économique. Et plus récemment, l'aide sociale à l'enfance, notamment la double vulnérabilité sur les fins de parcours. C'est-à-dire des jeunes qui arrivent à un âge où ils vont devoir quitter l'ASE, mais pour qui le projet professionnel n'a pas forcément été travaillé, pour qui il n'y a pas forcément de solution vers l'emploi. Et très clairement, ce n'est pas le métier de l'aide sociale à l'enfance. Donc, de plus en plus, ils font appel à nous. Les événements marquants de 2025. Oui. 2 minutes, Laurent. Sur les situations individuelles complexes, il faut quand même préciser que ces sollicitations
Ce sont des professionnels des structures qui ont besoin d'un appui, d'un éclairage sur une situation qui est accompagnée dans leur propre structure. C'est-à-dire que le centre ressources ne va pas accompagner ces personnes, mais va venir en appui des référents de parcours, leur apporter une analyse, une expertise, un avis sur un projet, des pistes de réflexion. Ça peut être de la mise en relation avec un acteur d'un autre secteur qui n'est pas forcément connu du référent de parcours. Donc, ce travail sur l'appui ponctuel sur les situations individuelles, ça reste ponctuel. On ne rentre pas, nous, dans une logique d'accompagnement et on s'adresse particulièrement aux professionnels. Même si dans les échanges, la personne dont c'est le projet est présente. Mais ce n'est pas le centre ressources qui accompagne. Là, ce qui n'est pas indiqué dans le document, c'est que parfois on est sollicité aussi directement par des personnes qui sont sans structure, des personnes en rupture de parcours, qui n'ont pas ou qui n'ont plus d'accompagnement et qui peuvent solliciter le centre ressources sur leur propre parcours. Donc là, de la même façon, on ne rentre pas dans un accompagnement et on va travailler à remettre la personne en relation avec une structure qui va pouvoir l'accompagner. Assez souvent, sur ces situations, ce qu'on constate, c'est que de façon connexe au projet professionnel, il y a un besoin important d'accompagnement, soit à la santé, soit sur la vie quotidienne, etc. Donc là, le centre ressources va s'attacher à remettre en relation avec le bon interlocuteur. Ça peut être un ESMS, un SAVS, un SAMSA, etc. Ça peut être un acteur de la santé. Et puis, si c'est le bon moment, un acteur qui est en lien avec l'insertion professionnelle. Vas-y, Laurent, je te rends la parole. Merci Fabrice. Je vois que Madame Lasblaise a une question. Oui, Madame Lasblaise, oui, tout à fait. J'avais une question. Je travaille à Alfep, deux offres de services, apprentissage et la RHF en portage pour la GFIP. Ma question était, parfois on est sollicité sur des structures où on ne peut pas intervenir et je voulais savoir si vous le pourriez. Pour exemple, il y a 15 jours à Caen, engagement compétences, on a été sollicité par l'école de l'industrie, qui est une école privée hors contrat, qui ont des élèves avec des difficultés ou des besoins et qui avaient besoin d'être aidés, accompagnés, sauf que ça rentre ni dans le cadre d'Alfep, ni dans le cadre de la RHF, puisqu'on est sur de la formation plutôt initiale. Est-ce que vous pourriez être leur ressource? Est-ce que je pourrais transmettre vos coordonnées dans ce cadre-là? On pourrait effectivement étudier la question avec eux, voir vers qui on peut les orienter, voir quel type de parcours on peut imaginer. Hein. Là, peut-être que ça relèverait du DFA, mais peut-être pas. Non, on est là, parce qu'ils on est sont là en aussi formation pour... continue, donc ni DFA ni RHF en fait. Oui. Et on est là aussi pour les aider et puis notamment les aider à imaginer des solutions nouvelles, créer des passerelles qui n'existaient pas forcément précédemment, et puis dans cette fonction réseau, pouvoir construire de nouvelles solutions. Ok. Alors ça marche pas à tous les coups, hein, mais on a quand même était un quelques petit succès. peu... Le directeur qui était présent semblait vraiment démuni. Et le souci, c'est que ça ne rentre pas dans le cadre de notre offre de service et de notre champ d'intervention. Et on était un petit peu en peine de les rediriger vers quelqu'un qui pourrait les accompagner. Puisqu'ils sont privés hors contrat, ce n'est pas l'éducation nationale, il n'y a pas de ministère derrière. Donc voilà, c'était ce genre de... C'est un cas un peu atypique, mais ça me fait écho à ce que vous présentez. Je voulais savoir voilà, si on pouvait légitimement donner vos coordonnées dans ce cas de figure et si vous pouviez réfléchir avec eux ou voilà, les accompagner sur des outils ou en tout cas C'est les tout à fait notre rediriger. rôle. C'est tout à fait notre rôle que Ok, d'essayer de trouver avec eux à construire une solution pour une situation
complexes, comme vous disiez, atypiques, hein, et imaginer des solutions. Ceci dit, on ne fera que des préconisations ou éventuellement de la mise en réseau avec tel ou tel partenaire qui nous paraît pertinent pour la situation. Hein. Mais je dirais, la mise en œuvre ne relèvera pas du centre ressources. Non, non, ça j'ai bien entendu. Mais voilà, vous pourriez éventuellement les rediriger ou leur donner des pistes. Entendu. Voilà. Par définition, le centre ressources s'adresse à tous, toutes les structures, tous les professionnels qui, à un moment ou à un autre, sont confrontés à la question de l'insertion professionnelle d'une personne en situation de handicap. Après, comme on vient d'essayer de vous le présenter, la nature des interventions du centre ressources sont très diverses. Et encore, là, on vous a pas présenté le sur-mesure que l'on peut faire avec les uns et avec les autres. C'est-à-dire que chaque structure ou chaque professionnel qui accompagne une personne va avoir des besoins différents par rapport à la situation à laquelle il est confronté à ce moment-là. Donc, le travail du centre ressources commence souvent par une rencontre pour savoir quels sont vos besoins. Enfin, pour pouvoir imaginer ensemble quelle solution, quel outil, quelle orientation, quelle mise en relation, quelle coopération on va pouvoir mettre en place pour répondre aux besoins sur lesquels vous nous sollicitez. Alors effectivement, on a quelques actions qui sont, on va dire, standardisées. Par exemple, on a les ateliers découverte métiers, les journées découverte métiers, qui sont des choses que nous organisons et ensuite on invite les structures à s'y inscrire si elles ont des personnes qui sont concernées par ces actions-là. Enfin, mais ça, c'est les actions qui sont structurées, organisées, menées de façon récurrente, c'est qu'une petite partie de l'activité du centre ressources, parce que l'essentiel de notre activité commence souvent par on rencontre la structure qui a besoin d'aide ou de professionnels, on voit quels sont ses besoins, et à partir de là, on imagine quelle action on peut mettre en place pour venir apporter une réponse. Donc, on n'a pas fait de présentation tout au début, on n'a pas fait le tour de table, on était assez nombreux. Mais par exemple, ce matin en visio, on a des représentants des professionnels des ESMS classiques du champ du handicap, des AT, de DAN, de SAMSA, et j'en oublie, d'ITEP, etc. On a aussi des représentants de l'éducation nationale qui sont avec nous, des professionnels d'éducation nationale. On a des personnes d'entreprises adaptées, des personnes des communautés 360, de la GFIP. Donc, vous voyez, par définition, le centre s'adresse à tous. Donc, il n'y a pas forcément de... Dès lors qu'un professionnel de structure s'intéresse à l'insertion professionnelle d'une personne en situation de handicap, on peut être sollicité. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Et après, on se rencontre et on voit ce qui est possible. Ok. Et mission locale aussi. Mission locale aussi, tout à fait. Les RTE, mission locale. Nous sommes là. Et France Travail. Excusez-moi, j'ai une liste sous les yeux, mais elle est écrite un peu petite et j'arrive pas à tout lire en même temps. Mais effectivement, c'est très très large en fait les professionnels qui nous sollicitent. Petite nouveauté, on va dire, Laurent l'a pointé tout à l'heure, c'est la protection de l'enfance, qui jusqu'alors n'était pas dans les structures qui nous sollicitaient, mais pour lesquelles en 2025, on a eu plusieurs sollicitations. Vous voyez, en fait, on s'adapte à la demande, pas seulement à l'évolution de l'offre, mais vraiment à la demande des structures. De toute façon, est unique et sera traité de manière individuelle, quel que soit le type de professionnel qui nous sollicite. Après, si ça concerne une personne en particulier, effectivement, ça se décline en entretiens qu'on appelle dossiers individuels, mais qui sont des entretiens tripartites. C'est-à-dire qu'il y a la personne concernée, le référent de parcours et l'intervenant du centre ressources. Et tous les trois, on réfléchit à des solutions. On va mettre à ce moment-là sur la table des préconisations, des propositions d'axes d'action, mais c'est le référent de parcours et la personne qui seront décideurs, la personne d'abord, hein,
et le référent de parcours qui sera peut-être plus là pour dire bah, telle idée, elle est bonne, je la mets en route dès maintenant. Telle autre idée n'est pas encore pertinente. Il y a encore du travail à mener avant. Peut-être que ce sera dans 6 mois ou dans 1 an. Au moins, l'idée est posée. Est-ce que nous, on peut, alors, vous pourrez peut-être me confirmer ou pas cette impression, mais nous, on a le centre ressources a différentes activités, mais les professionnels que vous êtes qui nous sollicitent n'avaient pas forcément une visibilité sur l'ensemble des actions proposées par le centre ressources. On sait que certains professionnels, par exemple, nous sollicitent régulièrement ou des structures sur des situations individuelles. D'autres sont plutôt à venir sur les ateliers découverte métier ou les journées découverte métier, mais sans forcément avoir connaissance que, par exemple, on peut venir en appui des équipes de cadres, des équipes de professionnels pour travailler un projet de service, sur le volet professionnel, pour réfléchir ou impulser une dynamique locale de partenariat avec le RPE, avec les entreprises du bassin. Enfin, voilà. Nous, on a l'impression que, en fait, l'ensemble des structures qui nous sollicitent n'ont pas forcément une visibilité sur l'ensemble des actions que peut proposer le centre ressources. À vous de me dire si vous confirmez cette impression ou si c'est moi qui suis dans l'erreur. Hein. En fait, on est amené à faire énormément de choses dans le sens où il faut, de par notre nature, nous adapter à la demande, quelles que soient les circonstances. Hein, donc, on s'adapte et ça nous amène effectivement à diversifier nos activités. Moi, je suis d'accord. Je trouve que la présentation rend beaucoup plus lisible vos missions et vos actions. Ben, on aura l'occasion d'en rééchanger en fin de, Oui. en fin de réunion. Mais c'est vrai que nos activités sont diverses et on s'appuie aussi, hein, puisque on a cette vocation de réseau et de partage à diffuser un maximum de choses sur notre site internet. C'est-à-dire que les ressources que vous trouvez sur le site internet du centre ressources sont en accès libre à n'importe quel professionnel. Alors, vous y trouvez des choses diverses. Hein. C'est de la veille législative, c'est de la veille informative, c'est de l'information sur les dispositifs. Il y a notamment toute une cartographie des établissements, alors établissements médico-sociaux, les ESAT par activité, les entreprises adaptées par activité, les ULIS collèges, collège-lycée, hein, qu'on doit remettre à jour, mais vous avez aussi la carte des structures d'insertion par l'activité économique. Hein. Vous cherchez un chantier d'insertion à proximité de votre, soit de votre établissement, soit du lieu d'habitation de la personne accompagnée. Hein, ben c'est sur cette carte, par exemple, que vous allez pouvoir la trouver. Donc le site internet est une ressource à part entière. Je poursuis sur les événements 2025, Fabrice. Oui. Donc, du coup, c'était moi ou c'était toi, Laurent? Je ne sais plus. Bah vas-y. Vas-y. Ok, j'y vais. Donc, l'année 2025, en fait, ça a été un événement un peu particulier pour pour le centre ressources, puisque il y a eu un traité d'apport partiel d'activité
de l'association Aramis vers la fédération APAGE. C'est-à-dire que à l'initiative de l'association Aramis qui gérait le centre ressources, l'association Aramis a sollicité la fédération APAGE pour reprendre la gestion du centre ressources. Donc du coup, courant d'année 2025, le gestionnaire du centre ressources est devenu la fédération APAGE et l'association Aramis, elle, perdure en parallèle, mais n'est plus gestionnaire du centre ressources. Donc ce transfert d'activité à la fédération APAGE a impacté l'organisation du centre ressources. Ça a généré mon arrivée en direction sur le centre ressources. Et puis, on a organisé et mis en place un certain nombre d'outils sur le centre ressources qui sont les outils de la fédération APAGE en termes de démarche qualité, de fonctionnement RH, de finances, etc. Ça ne vient pas impacter directement les actions qui vous ont été proposées. Normalement, en termes d'actions proposées, les choses ont été transparentes, il n'y a pas eu d'impact sur les actions proposées. Mais néanmoins, pour les professionnels, pour l'organisation du centre ressources, il y a eu un impact assez important. Enfin, ça veut dire aussi que les salariés ont changé d'employeur. Donc maintenant, ils sont salariés de la fédération APAGE. Donc ça a été acté par l'ARS de Normandie en cours d'année 2025 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025. On peut passer à la suivante. Donc, les perspectives pour l'année 2026. 2026, c'est l'année de l'évaluation HAS du centre ressources. Donc, on va être évalué au mois de novembre. C'est un exercice un peu particulier puisque les critères d'évaluation ne sont pas prévus pour un centre ressources, ils sont prévus pour des structures qui accompagnent des personnes. Donc, aujourd'hui, on est en train d'ajuster nos outils de façon à répondre à un maximum de critères, même si on n'est pas directement concerné par ces critères-là. Et avec l'équipe, actuellement, on est en train de mener des démarches d'auto-évaluation pour se préparer au mieux à cet exercice. On travaille aussi actuellement sur la réécriture du projet de l'établissement. Donc un projet d'établissement qui est complètement à réécrire, notamment parce qu'il y a aussi un changement de gestionnaire. Du coup, les éléments que vous pouvez nous apporter ce matin seront aussi des éléments qu'on pourra reprendre dans le projet d'établissement, dans les échanges qu'on peut avoir ou dans les suggestions que vous pourriez nous faire sur le fonctionnement d'Aramis. Donc en 2026 et les années à venir, on va continuer sur le centre ressources à intégrer les outils, les fonctionnements de la fédération APAGE. Et puis, on fait référence à un travail de montée en compétences, c'est-à-dire qu'au sein de la fédération APAGE, il y a un certain nombre de formations qui sont déployées, généralisées auprès de l'ensemble des salariés. Donc, les salariés du centre ressources ont commencé à suivre toutes ces formations. Formations sur la bientraitance, sur la prévention de la maltraitance, sur l'autodétermination, des formations sur la sécurité, etc. Donc, tous ces sujets sont déjà engagés, ils sont en cours sur l'année 2026 et le seront encore en 2027. Une évolution qu'on en a déjà évoquée et sur lequel on travaille là du coup dès 2026, mais on pense que ça sera un sujet de 2026, mais des années suivantes, c'est la question de l'appui aux structures de la protection de l'enfance. Il y a un travail en cours, notamment avec la communauté 360 du Havre et les acteurs de la protection de l'enfance pour mettre en place un groupe de travail sur ce sujet. Donc, c'est un sujet qui, pour l'instant, est impulsé sur le Havre, mais qui pourra être une action qui pourra être proposée, déployée si on est sollicité sur d'autres lieux que l'agglomération havraise. On continue, on a impulsé sur 2026 les groupes de réflexion au sein des communautés 360. Donc, c'est des groupes qui vont perdurer et qui pourraient être amenés à se développer sur l'année à venir.
Et puis, pour finir, le dernier point, mais c'est celui que vous vivez en ce moment, on a décidé de mettre en place un comité de suivi du centre ressources. Donc, 2026, c'est le premier comité de suivi du centre ressources. Il n'y en avait pas précédemment, mais il nous paraissait important de partager avec les structures qui bénéficient des actions du centre ressources, d'avoir un retour sur notre activité, de vous laisser un espace de parole pour nous faire part de ce que vous pensez de nos actions, si vous avez des suggestions, si vous avez des demandes particulières. Donc ce comité de suivi, c'est le premier, et il sera reconduit au moins une fois par an, enfin, de façon récurrente, justement pour continuer à avoir ce temps d'échange avec vous. Et on arrive effectivement à ce temps d'échange, hein, sur trois grandes questions, hein. D'abord, est-ce que cette présentation vous a permis de mieux connaître les activités du centre ressources? Vous avez partiellement répondu déjà tout à l'heure. Je vous laisse la libre parole pour justement évoquer ce que vous avez éventuellement redécouvert, découvert du centre ressources. Si vous êtes satisfait des différentes actions dont vous avez pu bénéficier, vos équipes ou vos personnes accompagnées, hein, quelles qu'elles soient, quel que soit leur âge. Laurent, Et puis, j'ai une demande quelqu'un qui demande à ce qu'on remette la slide précédente. on Et il y a revient également quelqu'un qui lève la main. Hop. Alors, sur les perspectives, il y avait des questions? Non. Non. Non, c'était pas. Non, c'était pas la question en fait. Mais, Non, pas de question. Vous nous entendez? Oui. On entend. Ouais. Ah, très bien. Oui. En fait, on fait partie d'un dispositif dans le Sud-Manche et on est en train de revoir un petit peu l'organisation et puis la mise en place de projets. Alors, ça fait suite un petit peu à la loi plein emploi où on essaye d'orienter les jeunes au maximum dans le milieu ordinaire et que, disons que le travail protégé n'est plus un petit peu une espèce de filière comme ça qui se fait automatiquement suite à un accompagnement d'un jeune en IME. Et on voulait savoir si vous, de votre côté, vous avez pu avoir déjà des conséquences sur cette loi plein emploi et puis et un petit peu aussi les modalités d'orientation qui se dessinent là, à l'avenir sur l'orientation en milieu ordinaire des jeunes accompagnés en IME notamment. Alors, au titre de la loi plein emploi, la Manche, vous n'êtes pas sans le savoir, est territoire expérimental Ouais. des coopérations entre France Travail, Cap Emploi, Cap Emploi, Mission MDPH, Locale. enfin MDA chez vous, hein. Ouais, émission locale, ouais. Voilà. Je pense que Sébastien Jeuneste, si tu le souhaites, tu pourras en parler mieux que moi. Mais effectivement, ce sont des éléments sur lesquels on a pu, sur lesquels on peut échanger et co-construire. Voilà. En fait, là, effectivement, nous, donc on essaye comme vous le disiez tout à l'heure, au niveau de l'autodétermination, de répondre vraiment au choix des jeunes, ce qui mobilise quand même pas mal de partenaires. Et justement, tout à l'heure, vous disiez l'alternative au diplôme. En fait, on est un petit peu démunis sur les différentes solutions qu'on peut avoir, notamment sur le territoire du Sud-Manche. Et on voulait savoir si, je ne sais pas, s'il y avait un carnet d'adresses ou des choses comme ça, ou pour différents partenaires qu'on pourrait mobiliser éventuellement. Alors, j'évoquais le guide des alternatives au diplôme Ouais, qui est disponible sur le site du PRIT et sur le site du centre ressources, hein. ok, Mais sur le site du centre ressources, vous avez aussi une visio du type de celle qu'on fait ce matin, hein, d'accord. avec intervention de la FRESAT enfin de différents et compétents pour le Ah oui, dispositif RAE, ouais, la RSFP de l'AFPA,
J'avais un troisième intervenant, je suis navré pour lui, j'ai oublié. Les open Pardon? badges. Oui, Les les open open badges. badges. Ah, ok. Voilà. Et là, nous, on n'a pas la prétention de connaître tout ça, donc systématiquement, on fait intervenir des professionnels qui vont expliquer ce dont il s'agit, hein. Donc sur le site internet, vous avez cette possibilité de revisionner, hein, et c'est assez court, hein, c'est un format comme aujourd'hui, c'est 1 heure et demie, hein, c'est pas une grande conférence. Mais ça vous donne déjà un premier niveau d'information, je dirais, et les contacts vers lesquels vous pouvez vous tourner, hein. D'accord. Après, de manière plus spécifique, vous pouvez aussi faire appel directement au centre ressources, hein, et puis nous, on se déplace, on fait le point avec vous sur telle ou telle situation, hein, et voir comment on va pouvoir y répondre. D'accord. Ok. Ok. Me Merci. permet de rebondir sur ce que tu évoques, Laurent. Sébastien Genet, je coordonne la communauté 360 de la Manche. Et effectivement, on avait aussi prévu, suite au comité thématique sur l'insertion professionnelle dans le cadre de la communauté, de travailler sur peut-être des rencontres en territoire. Voilà, ça restait encore un peu à préciser, à définir avec toi. Et ces rencontres, elles sont aussi à construire avec les acteurs du territoire. Et peut-être qu'un certain nombre de sujets peuvent être déterminés directement avec les acteurs, et notamment en termes d'interconnaissance pour faciliter un petit peu les parcours, notamment des jeunes. J'ai mal entendu, je ne sais pas quelle organisation du Sud-Manche vous représentez. En fait, on est au DISFA, donc on a un membre de la communauté 360 qui est présent dans l'établissement, enfin, dans le dispositif. Exactement. Ouais, tout à fait. Et puis vous avez, enfin en tout cas certains de vos collègues ont participé aux premiers travaux. Ils peuvent facilement vous mettre en lien sur ce qui a déjà été fait. Et puis on pourra effectivement, si vous avez des attentes précises, voilà, on doit retravailler avec Laurent la manière dont on organise. Peut-être c'est un peu ces rencontres interconnaissances en territoire. Donc on pourra revenir vers vous pour essayer d'affiner un petit peu vos attentes en termes de besoins insertion pro sur votre territoire Sud-Manche. Bah oui, puis là donc c'est un projet qui se prépare pour la rentrée, et donc on essaye de faire le lien aussi avec la mission locale, mais en fait on a tout un tas de questions, notamment aussi sur les grilles d'évaluation en milieu ordinaire, sur quelle grille d'évaluation on peut s'appuyer pour avoir justement une observation la plus objective possible, et évaluer la capacité d'un jeune à travailler en milieu ordinaire. Donc c'est tout un tas de questions qui se posent, et voilà, ça serait peut-être intéressant de se rencontrer effectivement. France Travail, lors du dernier groupe de travail insertion, a pu présenter l'expérimentation. Tant que cette grille d'évaluation qui va être utilisée par France Travail et notamment Cap Emploi au sein des teams TH, tant que cette grille n'est pas officiellement validée, hein, je dirais, il va falloir faire preuve de patience et de bricolage, hein. Ouais. Et c'est là, notamment, que on va pouvoir, nous, intervenir. D'accord. Ok. La loi plein emploi, elle implique beaucoup d'évolutions qui vont impacter les ESMS, mais pas que. Le droit commun va être fortement impacté aussi. Et ça implique de réfléchir les partenariats, les réseaux de façon différente. Pour rappel, la loi plein emploi part du principe que la personne relève d'abord du droit commun, donc doit d'abord passer par France Travail avant d'envisager un parcours en milieu protégé. Donc il faut explorer autant que possible l'éventualité d'un travail en milieu ordinaire. Effectivement, France Travail va avoir ses propres grilles de lecture, mais rien n'empêche d'avoir aussi ses propres outils par rapport à un public spécifique qui peut être accueilli dans une structure pour pouvoir apporter des éléments de réflexion aux équipes de France Travail. Eux, derrière, pourront passer à leur propre crible. Mais aujourd'hui, on sait que les équipes de France Travail ne sont pas complètement organisées et outillées pour mener cet exercice. C'est en train de se développer, ça s'organise tranquillement, mais il faut pas oublier l'expertise du médico-social.
il y a une expertise, une connaissance des jeunes, une connaissance de leurs compétences, de leur potentiel, et il faut pouvoir les accompagner dans ce nouveau parcours qui va se présenter à eux. Et si en établissement, il a pu être évalué des potentiels, des compétences ou des limitations, que ça puisse être partagé avec les acteurs du réseau pour l'emploi, de façon à ce que ce jeune puisse s'inscrire dans ces nouveaux parcours au mieux, et que ça soit pas des parcours complexes, chaotiques, etc. Alors, dans cet exercice-là, nous, on essaye au centre ressources de se tenir informé au plus près de ce qui se met en place. Là, par exemple, Laurent parlait du France Travail de leur grille d'indicateurs, de lecture. C'est des éléments, nous, on est au plus près de ce qui s'organise. Et dès qu'on a les informations, on va chercher à en faire profiter l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Là, aujourd'hui, c'est une information qu'on n'a pas. On n'a pas la version finale. Et dès qu'on l'aura, on pourra la partager de façon à ce que chacun puisse se l'approprier et puis l'utiliser dans les accompagnements qu'il met en place. Si je puis me permettre juste d'intervenir. Je suis job coach en SAMSA, donc à l'IDEFI. Donc moi, je travaille aussi. Donc j'accompagne des adultes avec TSA. Normalement, c'est sans déficience intellectuelle, mais certains sont à la limite, je dirais, et puis de par leur particularité, vont parfois vers le milieu protégé, même si on pourrait effectivement faire d'abord, on utilise plutôt ça en tremplin. Effectivement, nous, on utilise, il y a un outil qui existe qui s'appelle le TTAP, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une formation généralement délivrée alors, ou aux éducateurs ou aux psychologues, qui permet effectivement, la nouvelle version, permet d'évaluer objectivement, c'est une grille vraiment avec des exercices qui permet d'objectiver si la personne peut aller en milieu ordinaire ou pas. Donc c'est une indication voilà, qui déjà des fois nous permet à nous de voir si la personne est vraiment loin du milieu ordinaire et dans ces cas-là, on n'axe vraiment que sur le milieu protégé ou si effectivement elle peut y aller et dans ces cas-là, on va servir du milieu protégé comme d'un tremplin. Donc, c'est vraiment un outil qui est utilisé déjà depuis un petit moment et qui peut effectivement… Qui peut venir en complémentarité de la loi plein emploi. Voilà, c'est vraiment… c'est surtout que c'est un outil voilà, qui est reconnu, qui est une grille de lecture objectivée, comme toutes les grilles de psychologues, en fait, qui permet… mais on peut être formé, voilà, même si on est… éducateur spécialisé, moi job coach par exemple, voilà, et ça permet de faire passer cette grille-là et de voir où en est la personne en fait. Donc, et c'est un outil national ou c'est ah oui, vous? oui, non, Oui. non, c'est le TTAP, c'est national. Alors ça avait un autre nom avant, mais non, Ça c'est ça serait bien qu'on l'ait, nous les professionnels. Enfin, moi, je suis ouais. mission locale, mais Ouais, non, c'est un voilà. outil, c'est un outil, faut être formé. C'est vraiment un outil qui est comme les grilles de lecture que peuvent avoir les psychologues, mais sauf que là, on peut avoir ça du moment qu'on est dans l'insertion pro. C'est une formation qui est payante, qui est reconnue au niveau national et en fait, qui permet effectivement de déterminer chez les personnes, quand il y a une déficience intellectuelle ou légère déficience intellectuelle, de savoir si ces personnes-là peuvent aller dans le milieu ordinaire. Ça a été rajouté, en fait, il y a toute une partie à la fin qui a été rajoutée avec des tests, avec, voilà, c'est vraiment… Non, c'est bien. Et Ouais. l'outil est payant, c'est une mallette. Ah oui, il y a une Il faut formation, avoir il y a dans une son mallette, service. il y a une mallette, il y a une formation, et Oui, mais effectivement, voilà, c'est- c'est… vous pourrez mettre les coordonnées dans je sais pas, après… où on peut se la procurer, tout ça, la formation, etc. oui, après, je peux tout à fait… À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est de nous envoyer à nous Oui, Tout à fait. les informations oui, et puis vous nous, pouvez les mettre sur la plateforme. Voilà. Ça serait- on rediffuse notamment aux participants à ce Oui, comité de suivi. voilà. Bon, Ah dans oui, ces c'est cas-là, gentil, oui. Ça ouais, serait dans ces super. cas-là, je vais faire ça et puis je mettrai effectivement les coordonnées, la formation, je mettrai effectivement tout ça.
Et puis, voilà. Donc, Et on peut être formé, nous, on peut aussi bien faire intervenir un psychologue à l'extérieur ou une personne à l'extérieur qui a été formée, qui fait passer le TTAP, hein. nous, on rediffusera l'information au titre de notre fonction ressources. Hein, c'est-à-dire que Ouais. je vous l'adresserai à vous, participants au comité de suivi, mais je mettrai aussi les informations de base en ligne sur notre site Mm. pour que n'importe quel autre acteur des 5 départements puisse y avoir accès. Tout à fait, Oui. c'est super. Ok, bon, bah, je fais ça. Je Ah, fais ça. Là, merci, on est Tania. pleinement dans notre Non, rôle mais de rien. de fonction ressources. Moi, de toute façon, comme je disais, moi, je suis là sur le territoire en tant que job coach depuis 11 ans. Et c'est vrai qu'Aramis, moi, ce qui m'a servi beaucoup, c'est effectivement tout ce que vous avez pu regrouper au niveau de la carte interactive, au niveau quand j'ai des recherches à faire. C'est vrai que tout de suite d'aller sur le site, ça me permet, sur le site ressources, d'aller direct sans avoir à chercher pendant des heures. Le fait que ce soit tenu à jour, c'est surtout ça. Parce qu'on a vite fait d'avoir des partenaires. Oui. Moi, les partenaires que j'avais il y a 11 ans ne sont pas forcément les mêmes que maintenant. Les numéros ont changé. Enfin, il y a tout un tas de choses qui évoluent. On doit toujours être au goût du jour pour les personnes qu'on accompagne. Et c'est vrai que d'avoir cette plateforme de ressources, moi, ça me permet de gagner énormément de temps dans les parcours que j'accompagne. Voilà. Alors, on tâche d'être le plus à jour possible. Hein, on a prévu de rafraîchir le site parce que euh, c'est vrai qu'il y a des informations qui commencent à être trop anciennes et qui sont plus utilisables, hein, mais qui nous servaient aussi à montrer l'évolution, hein, entre ce que c'était il y a 10 ans et ce qui est proposé aujourd'hui en termes de dispositifs d'accompagnement, de structuration de l'offre de services de manière générale. Par exemple, l'été dernier, il y a eu un gros travail de fait sur les cartographies pour prendre en compte les dispositifs enfance. Parce que jusqu'alors, on avait les cartographies d'IME, CESAN, etc. Mais l'année dernière a été marquée par des évolutions d'agrément d'un certain nombre de gestionnaires en fonctionnement de dispositifs. Donc, on a travaillé sur la cartographie des dispositifs des DIM, des DAM. On avait déjà les DITEP. Parce que ce qu'on n'a pas précisé non plus en introduction, Fabrice, c'est qu'on est une toute petite équipe, hein, c'est-à-dire on est 3 opérationnels, hein, et donc on navigue sur les 5 départements avec cette notion de mise en réseau. Et nos partenariats avec les communautés 360 est d'autant plus important qui nous permet de mutualiser les actions. Après, est-ce que vous avez identifié des besoins particuliers que vous auriez, auxquels on répond peu ou pas assez à votre goût, voire pas du tout, auquel cas on peut nous réfléchir à créer des choses et c'est ce qui sert aussi à faire évoluer le centre ressources et ses prestations, hein. Est-ce que dans les interventions, les actions dont vous avez pu bénéficier, est-ce qu'il y a à certains moments des choses qui vous ont pas satisfaites ou pas convenues? Non, Ah, pas plus que ça. on a forcément un défaut, hein. On pose la question, c'est parce que nous, on a identifié des points d'amélioration. Après, c'est de notre point de vue. C'était important de vous poser la question si vous avez pu identifier des points qui nous paraissaient nécessaires à indiquer pour qu'on puisse y réfléchir. Nous, dans les éléments que, par exemple, on a pu identifier, Laurent évoquait déjà un élément là précédemment, c'est la taille de l'équipe par rapport à la taille de la Normandie. Et c'est pas facile
à 3 professionnels de couvrir 5 départements. Enfin, ça nous oblige à un exercice. Alors, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire autrement qu'en présentiel. Il faut pouvoir se rencontrer. Et par exemple, dès qu'on travaille sur des situations individuelles de personnes, on s'attache à être présent physiquement pour pouvoir intervenir sur les situations individuelles. Par contre, on a recours à la visio, comme ce matin, quand il faut réunir des acteurs de tous les départements, ou sur certains échanges pour lesquels la visio n'est pas forcément préjudiciable. Laurent a évoqué tout à l'heure un autre sujet, c'est les ateliers découverte métiers. On a une réflexion aujourd'hui autour des ateliers découverte métiers parce que dans sa présentation, Laurent disait qu'on avait refusé 63 personnes. Donc, c'était des inscriptions, des demandes de participation à des ateliers. Mais notre organisation ne nous permet pas d'en proposer beaucoup plus. On essaye de proposer des ateliers sur tous les départements, en sachant que quand un atelier est présenté sur un département, il n'est pas réservé exclusivement à ce département. Un atelier découverte métier présenté à Caen, il est ouvert à tous les Normands. Enfin, ça fait un peu plus de déplacements quand on vient d'Évreux pour un atelier à Caen, mais c'est ouvert à tous. Maintenant, notre difficulté, c'est qu'on a eu aussi des ateliers, alors là, c'est pas forcément 2025, mais plutôt 2026, des ateliers qu'on a dû annuler par faute d'inscription. Donc, sur certains ateliers, on a dû refuser des inscriptions, alors que sur d'autres, on a eu des refus, on a eu quasiment pas d'inscription. Donc, c'est un exercice qui est un peu compliqué. On est en train de réfléchir aujourd'hui comment, sur ces ateliers, on pourrait les répartir géographiquement différemment pour essayer de toucher un maximum de personnes. Ça, et peut-être une diversification, parce que moi, je sais que depuis 10 ans, j'ai souvent demandé à ce qui est, par exemple, le domaine administratif, dont on retrouve beaucoup chez les personnes qu'on accompagne de la recherche d'emploi dans tout ce qui est administration, culture, des choses comme ça. Et effectivement, il n'y a pas d'atelier. Voilà, c'est toujours dans les mêmes domaines. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas une diversification des domaines de métier. Alors, il y a plein de domaines différents, mais effectivement, l'administratif, Laurent, tu me corrigeras, mais de mémoire, l'administratif, c'est pas un périmètre qui a été exploré. On a essayé il y a quelques années, mais ça demandait des compétences initiales qui permettaient pas en fait de mettre les jeunes réellement en situation. Oui, mais ça a évolué depuis 10 ans et nous, les personnes TSA, par exemple, recherchent beaucoup dans ce domaine-là et effectivement, ça reste voilà, un handicap, il y a une AQTH, enfin voilà. Et du coup, c'est un domaine où effectivement, s'il y avait des journées découverte métier ou des ateliers découverte métier, je pense qu'on le remplirait très très vite. C'est un sujet à réfléchir. Voilà, c'est noté. Voilà, merci. Là, en fait, l'organisation des ateliers découverte métier, notamment, il faut qu'on arrive à faire matcher à la fois la demande. Donc là, par exemple, il y a une demande sur les administratifs, sur le domaine administratif. Et derrière, nous, il faut qu'on trouve le lieu où l'organiser, c'est-à-dire l'organisme de formation, l'entreprise, etc. On va pouvoir l'organiser. Donc, ça nécessite de faire une recherche de partenaires. On n'a pas évoqué dans la présentation, mais on a un certain nombre de partenaires avec lesquels on travaille. Par exemple, sur les ateliers découverte métier, un des premiers partenaires, c'est les centres AFPA qui font l'accueil des journées découverte métier. Et on a un certain nombre de partenaires comme ça qui nous permettent de mettre en place les actions du centre ressources. Là, il y a plein de mains qui se sont levées entre-temps. Oui. Alors, moi, j'avais juste une petite question. Bonjour, je travaille aussi au DISFA, je suis coordinatrice du parcours des lycéens. Et du coup, j'accompagne des jeunes à partir de 14 ans dans l'année de leurs 15 ans. Et je me demandais s'il y avait des critères d'âge pour ces ateliers découverte métier. En général, sur les ateliers découverte métiers, notamment les métiers manuels avec utilisation de machines-outils, etc. En dessous de 15 ans, c'est pas possible. Oui, 15 ans révolus au moins. Voilà. Ok, merci. Monsieur Germain?
Oui, bonjour. Bonjour. Sébastien Germain, chargé d'insertion et de suivi pour les pupilles de l'enseignement public. Je suis rattaché à l'établissement qui est tout en haut du département, même de la région, vu que je me situe sur E et le Tréport. Je fais aussi partie du comité de pilotage restreint de la COM 360 du secteur de Dieppe. Et moi, ma partie, elle est sur la transition jeune, donc au niveau de l'insertion. Ce qui est repéré, c'est que la plupart des structures ou établissements ont les mêmes moyens. Cependant, quand on est avec des jeunes qui sont dans une zone géographique rurale, les moyens sont supplémentaires en termes de transport, en termes d'hébergement, et la plupart des centres de formation qui proposent quelque chose à ces jeunes-là, c'est pas du tout adapté uniquement au niveau de l'hébergement ou l'éloignement. Ensuite, quand on rentre dans une formation, il y a un minimum de prérequis scolaires, donc nous on travaille avec des CFA ou des MFR. Le niveau scolaire, il est quand même demandé. Et la plupart des jeunes, s'ils sont sortis du système scolaire ordinaire, c'est qu'il y a une raison. Donc, quand ils sortent de CLIS ou du LIS, qui a qu'un minimum, les remettre aussitôt dans un cursus de formation ordinaire, ça reste compliqué, voire parfois violent pour eux comme pour leur famille. Vous savez, si je comprends bien, c'est que vous entendez que ce qu'on propose, c'est pas adapté aux jeunes que vous accompagnez, c'est ça? Oui, à votre micro écoutez. Ouais, c'est pas adapté dans le sens où ce qui est proposé, c'est dans les zones urbaines, pas dans les zones rurales. D'accord. Les établissements qui sont en zone rurale, en fait, fonctionnent avec le territoire, forcément, comme par exemple nous, on Oui. fonctionne avec les jeunes du territoire de Dieppe. Donc, on peut avoir des jeunes qui viennent de Saint-Valery-en-Caux. Comme on est frontalier de la Somme, on a des jeunes qui viennent de Saint-Valery-sur-Somme. Donc là, déjà, vous faites le grand écart géographique. Des jeunes qui viennent de la région d'Aumale, de Neuchâtel, de Forges-les-Eaux. Donc, on est sur un large territoire, en fait. On n'est pas Non. en zone urbaine où la personne peut prendre le bus pour aller à un rendez-vous, pour aller à un centre de formation, pour ce genre de choses. Le transport en commun, il est très limité. Donc, au niveau de la mobilité, c'est hyper compliqué. Et ensuite, pour partir sur un autre centre de formation un peu éloigné, il faudrait partir sur de l'hébergement. S'il y a un financement à avoir derrière, la plupart du temps, les familles, ils n'ont pas de financement. Et après, il y a la difficulté de rentrer sur un lieu d'hébergement quand on est mineur, il y a déjà ça. Et ensuite, c'est quitter sa famille. Et donc là, les freins, ils sont pas forcément la compétence à développer au niveau d'une profession ou d'un champ professionnel. Il est plutôt d'ordre social. Et si on ne prend pas ces points-là en parallèle, le projet uniquement de développer les compétences professionnelles devient quasiment impossible. Enfin, nous, c'est ce qu'on repère et c'est ce qu'on Oui, on je suis essaye tout à fait. de je suis- régler. oui, je suis tout à fait d'accord, qu'effectivement, il y a un certain nombre de freins périphériques à prendre en compte. Je voudrais juste lever un point pour être sûr qu'il n'y ait pas un quiproquo. Enfin, quand on propose des journées découvertes métiers dans des organismes de formation, on n'est pas des recruteurs pour ces centres de formation. On ne Ouais, bien cherche sûr. pas, on cherche pas à faire intégrer les jeunes dans cet organisme-là en particulier. Mm. Et pas forcément d'intégrer un cursus de formation classique, CAP, etc. L'objectif des journées de découverte métier, c'est de découvrir un métier, découvrir l'environnement de travail, découvrir un certain nombre de gestes techniques, évaluer la posture du jeune aussi dans un environnement professionnel. Et le travail que font les conseillers, c'est de dire si oui ou non, les conseillers d'Aramis, c'est oui ou non ce jeune-là, ce projet de ce type d'environnement professionnel, etc., peut correspondre ou s'il y a d'autres sujets à travailler. Mais on peut tout à fait faire une journée de découverte métier à Caen, dans un centre de formation à Caen, pour évaluer ce sujet-là, mais travailler sur un projet professionnel en bassin, en proximité du lieu de vie de l'enfant, quoi, si c'est Dieppe ou si c'est ailleurs. Mais l'idée, c'est juste de proposer un plateau technique qui va servir à avoir un regard différent sur le jeune et son projet. Mais c'est pas pour absolument rentrer dans une formation qualifiante dans ce centre de formation-là. Bah, moi, il me semble qu'il serait intéressant de développer certains supports qui existent déjà, comme par exemple un titre professionnel. Il y a le centre de l'EPNAC, par exemple, qui le propose en amont d'un CAP. Il y a aussi des CAP agricoles
où, selon les centres de formation, les prérequis scolaires sont revisités à minima. Et moi, je trouve ça super intéressant, comme ce que peut proposer par Aramis en zone urbaine. C'est magnifique pour les personnes en situation de handicap. Seulement, ce que je souligne, c'est que quand on est en zone rurale, on n'a pas accès à tous ces dispositifs. Et là, c'est bien dommage. Je veux dire, un titre professionnel tel qu'il le propose à l'EPNAC, peut-être qu'il faudrait sensibiliser les MFR qui se trouvent en zone rurale pour pouvoir proposer aussi ce genre d'accompagnement pour obtenir cette forme de qualification qui après peut permettre de rentrer justement, de trouver un employeur. Là, on va peut-être pouvoir laisser Magali répondre. Je vous remercie. Effectivement, donc, Magali Fournier, je suis chargée de développement et de partenariat pour la plateforme EPNAC en Normandie. C'est une jolie transition. Merci à vous. Effectivement, moi, c'était plutôt pour rebondir à ce qui a été dit précédemment. Mais aussi à votre question, c'est que nous organisons les journées découvertes métiers. On vous entend mal. M'entendez-vous là? Je vais peut-être couper la caméra si vous m'entendez mieux. Ouais. Et donc, nous organisons les journées découvertes métiers espace vert. On a des modalités pédagogiques qui sont bien sûr différentes d'un centre de formation de droit dit de droit commun, tout simplement parce qu'on est un établissement et service de réadaptation professionnelle. On est un établissement médico-social et je suis ravie que ça puisse être souligné. Et tout à l'heure, on parlait des métiers du tertiaire. Donc, nous proposons 2 titres professionnels, secrétariat accueil et secrétariat comptabilité. Cependant, on a créé une entreprise d'entraînement pédagogique au sein de ces 2 titres professionnels. Et je me disais que peut-être, Laurent, il faudrait qu'on réfléchisse dans le cadre de nos journées découvertes métiers, peut-être à découvrir l'entreprise d'entraînement pédagogique pour pouvoir peut-être voir les missions et tâches dans le secrétariat, l'accueil et la comptabilité et voir s'il serait possible. Alors, je mets beaucoup de conditionnels, mais je me disais c'est peut-être une porte à ouvrir parce que de faire une immersion d'une journée sur nos plateaux techniques en centre de formation aujourd'hui, ça ne va pas parler aux personnes, ils vont être face à un ordinateur dans le cadre d'un déroulé pédagogique. Néanmoins, peut-être créer un scénario autour de l'entreprise d'entraînement pédagogique pour un petit peu tout ce qui peut toucher au métier du tertiaire pour éveiller et voir si cela pourrait être possible. Voilà. Et on peut effectivement créer, voilà. créer du sur-mesure, et c'est déjà ce qu'on fait avec un certain nombre de partenaires. Hein. Voilà. C'est-à-dire que l'atelier découverte métier est adapté au public. Exactement. Donc, comme on a le support de cette entreprise pédagogique, hein, où on a des fichiers de formateurs, de fournisseurs, de clients, on a les outils téléphoniques. Enfin, voilà. À voir après, peut-être en fonction de la remontée que vous aurez de vos partenaires, des besoins pour tester, mais peut-être que c'est quelque chose que nous, on doit aussi repenser avec vous. Et le bassin de Dieppe, on en est plus que conscient qu'il y a des besoins. On a d'ailleurs dédié une personne référente de parcours au titre de la formation accompagnée sur ce bassin-là. Donc, c'est peut-être une solution qui ne peut pas répondre à toutes les personnes en situation de handicap. Ça s'est ouvert aussi à l'alternance. Donc, voilà, c'est peut-être des pistes et c'est chouette d'avoir ce moment pour en échanger et se le rappeler. Ouais. On aura, je pense, l'occasion de se rencontrer, Magali, sur le centre AFPA du Havre, à l'ESRP du Havre, et puis de pouvoir échanger, de tâcher de construire quelque chose autour de ça. Oui, alors effectivement, le Havre, c'est pas Dieppe, mais le Havre, on s'est implanté avec un dispositif il y a 2 ans, et là, on est en train d'élargir l'offre aussi à d'autres contenus. Aujourd'hui, on était davantage sur un travail sur le projet professionnel. Là, on va être aussi sur de la prépa dite polyvalente, donc aussi bien de la remise à niveau que du français langue étrangère, toujours adapté aux personnes en situation de handicap, et un focus sur la remobilisation du public jeune. Le constat est fait par l'ensemble des partenaires aujourd'hui, on le voit bien, il y a un besoin pour le public jeune que nous, on considère plutôt moins de 30 ans. Voilà. Donc oui, ça se développe, mais c'est pas Dieppe, c'est le Havre. C'est vrai qu'on constate la même chose parce que moi, je couvre aussi bien le Pays de Bray que le Pays de Caux, que Tourrouen et l'agglomération. On n'a juste pas le Havre. Voilà, ça au Havre. Mais sinon, on couvre tout ça. On rencontre effectivement les mêmes difficultés au niveau de Dieppe et du Pays de Bray. Après, moi, sur le Pays de Bray, je m'appuie beaucoup sur la plateforme 360 de la Brèche. Tout à fait. Voilà, parce qu'ils connaissent vraiment bien le territoire. Et c'est vrai qu'avec Alexandre Galbrin, donc, on travaille beaucoup
voilà, parce qu'on peut avoir effectivement, comme disait monsieur, alors c'est Sébastien, je crois, je vois sur le, effectivement, on peut avoir des gens qui sont sur Forges-les-Eaux, mais aussi en limite de somme. Effectivement, bon, nous, il y a un SAMSA sur Abbeville, donc ça permet des fois de leur donner le relais, ou voilà, mais je peux avoir des gens qui sont sur Aumale, par exemple, ou des gens dans toute cette partie-là qui n'ont pas effectivement de moyens de mobilité, hein. Ça reste toujours un frein qui est quand même énorme, mobilité, logement, hein, on est toujours, voilà, quand il y a des formations, des choses comme ça. Après, on essaye au maximum de travailler aussi avec des partenaires, des fois comme la GFIP, tout ça, pour faire financer des fois des petits logements ou des choses pour le temps d'un essai, où on essaye de monter des choses un petit peu individuelles, je dirais. Mais c'est vrai que c'est encore quand même particulier quand on accompagne ces deux parties-là par rapport à Rouen et l'agglomération. Voilà. Tout à fait. On a différents commentaires dans la conversation qui confirment ces besoins, également dans l'Orne et dans le Calvados. La question de la ruralité et de l'accompagnement des personnes qui sont dans des territoires plus ruraux, effectivement, c'est un sujet. C'est pas qu'un sujet d'insertion pro, mais sur l'insertion professionnelle, c'en est effectivement un. Là, je vais peut-être arrêter le partage d'écran. Je pense que vous avez eu largement la possibilité de prendre nos coordonnées respectives à Fabrice, à moi, et notamment l'adresse du site pour aller le consulter. Pour dire un dernier mot sur le site, vous avez la possibilité en bas de la page d'accueil de vous y inscrire. C'est-à-dire que ça vous permet de recevoir une alerte mail qui vous dit que le centre ressources fait telle animation à tel endroit, tel jour. Hein. Après, ça vous intéresse, vous cliquez, c'est trop loin, vous cliquez pas. Voilà. Hein. Mais chaque événement, chaque animation qui est ajoutée à l'agenda, ça vous permet de recevoir une alerte et de ne pas passer à côté de l'information. Hein. En parallèle de ça, on fait de toute façon du mailing de masse pour toucher aussi les non-inscrits. Ces informations dont vous parlez, ça concerne aussi les groupes de réflexion, par exemple? Aussi les groupes de réflexion, oui. C'est-à-dire que là, dès qu'on va les relancer avec les communautés 360, hein, on mettra l'information sur le site pour que puisse venir y participer qui veut. Très bien, merci. Le but, c'est aussi d'avoir vraiment des groupes de réflexion. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas à 50, 60, mais c'est pour ça que je parlais de bassin d'emploi tout à l'heure. Hein, un groupe de réflexion, il peut être intéressant sur un bassin d'emploi parce que ça fait une vingtaine de personnes. Ça va favoriser l'interconnaissance, ça va favoriser aussi les échanges. À 50, on ne discute plus. Hein. Oui, on est d'accord. Merci. Voilà. Donc, je quitte le partage. Oui, le support sera transmis pour répondre à la question de Sarah Gallet. Merci. Oui, le support sera transmis et l'enregistrement, bon, je vais peut-être le monter un petit peu pour bien caler notamment le début, la fin, parce que c'est souvent ce qui est problématique. Mais sinon, l'intégralité de nos échanges seront disponibles sur le site du centre ressources aussi. Voilà. Et puis moi, je pourrais faire le relais sur le site du prix parce que c'est vrai il existe beaucoup de dispositifs, beaucoup de structures qui accompagnent et on se rend compte toujours que des personnes nous disent « Ah bah je ne connaissais pas », enfin
on l'a vu encore aujourd'hui lors de votre comité. Donc, c'est vrai que l'objectif du PRIT et de la coordination, c'est aussi de faire connaître les initiatives. Donc, je me ferai le relais sur le site du PRIT. Et puis, c'est vrai que si vous relancez des groupes de réflexion avec les communautés 360, alors c'est vrai que entre les réseaux de partenaires du PRIT et puis votre réseau de partenaires à Aramis, ça se recoupe. Mais Bien sûr. c'est vrai que je peux moi aussi relayer l'information s'il y a des partenaires qui sont passés entre les mailles du filet pour la communication. Oui, puis Aramis et le PRIT ont toujours été très très liés et on a toujours travaillé en coopération. Donc, Voilà, tout à fait. Nous avons déjà quelques participants qui ont été appelés sur d'autres sujets. On arrive au terme de ce que nous voulons vous présenter. S'il n'y a pas plus de réactions, pas de main levée, du coup, on va vous remercier d'être venu suivre ce comité de suivi. Il y a des éléments d'échange qui sont très intéressants qu'on va pouvoir reprendre pour travailler de nouvelles actions qu'on va pouvoir intégrer dans le projet d'établissement qu'on est en train de réécrire. Un projet d'établissement, une fois qu'il sera validé, qui sera aussi disponible sur le centre source, sur le site internet du centre source, pour tous ceux qui veulent en prendre connaissance. Écoutez, je vous remercie. Merci de votre participation et pour ces échanges. Et puis, je vous souhaite à bientôt, peut-être sur une des actions d'Aramis.